Pendant des mois, la famille Bitts a choisi le silence, alors que les rumeurs enflaient sur Internet. Les fans ont disséqué chaque moment de tension qu'ils avaient vu sur la caméra, rejouant les disputes entre Tony et Monica, remettant en question la décision soudaine de Kevin de se retirer de l'entreprise familiale et spéculant sur la raison pour laquelle Mike avait pris un rôle de leader, alors que Tony semblait se retirer. Les théories en ligne sont devenues incontrôlables. Certains ont prétendu que Tony Bitts était ruiné, d'autres ont insisté sur le fait qu'il était gravement malade ou qu'il se préparait tranquillement à prendre sa retraite pour de bon. Le bruit a pris une telle ampleur qu'il était presque impossible d'entendre la vérité. Finalement, la famille Bitts a décidé qu'il était temps de parler. Ce qu'ils ont révélé sur la tension réelle dans les coulisses a stupéfié même les fans de longue date. La réalité de l'avenir de Tony et les raisons des changements que les gens voyaient s'est avéré ne pas être comme les rumeurs qui ont circulé pendant des mois. Tony Bitts est né le 15 1950, 9 décembre, à Widens, un petit village néerlandais près de la mer du Nord, où le vent ne se repose jamais vraiment et où la vie se déroule à un rythme délibéré. Son enfance est imprégnée de l'odeur du bétail de la terre humide et des machines qui semblent ne jamais cesser de tomber en panne. À l'âge de 10 ans, Tony traitait déjà les vaches avant l'aube et réparait le matériel usé après l'école. La terre autour de lui s'étendait plate et humide, et le travail semblait interminable comme s'il était conçu pour tester l'endurance, plutôt que pour récompenser l'effort. Ces années l'ont endurci bien avant que l'or n'entre dans sa vie. Elles lui ont forgé une colonne vertébrale dans la boule à graisse et l'épuisement, pas dans les salles de classe ou le confort. Puis, en 1974, tout a basculé. Tony n'a que 14 ans lorsque son père est victime d'un grave accident qui le laisse définitivement incapable de travailler. Du jour au lendemain, la survie de la ferme familiale repose carrément sur les épaules de Tony. Il s'occupe des tâches ménagères, du bétail, des réparations et de la responsabilité de diriger des travailleurs plus âgés que lui. Au début, cela ne lui semble pas naturel de dire à des hommes adultes ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas d'autre choix. Quelqu'un doit maintenir la ferme en vie. À 16 ans, Tony travaille 16 heures par jour et prend des décisions que beaucoup d'adultes évitent. Il apprend très tôt que le leadership ne tient pas compte de l'âge, mais seulement de la détermination. Et la détermination est quelque chose qu'il a en abondance. Pourtant, l'inquiétude grandit en lui. Alors qu'il approche de l'âge adulte, les champs plats de la frise commencent à lui sembler étouffants. Les salaires sont bas si bas que de nombreux jeunes hommes qu'il connaît ne peuvent s'offrir une voiture, une maison ou un véritable sentiment d'indépendance. Il voit des gens travailler toute leur vie pour s'en sortir à peine, et cela l'effraie plus que le travail acharné. Il veut un endroit où l'effort se traduit par le progrès, et pas seulement par la survie. Il commence à s'intéresser à l'extérieur, d'abord au travail en usine, puis aux emplois dans le secteur pétrolier, mais chaque option lui semble être une version différente du même plafond. Ce qu'il veut, c'est une opportunité. C'est alors que des histoires commencent à circuler de l'autre côté de l'Atlantique. Les gens parlent du Canada, de l'Alberta. Ils parlent d'hommes qui gagnent plus de 1 000 $ par semaine. Pour Tony, ce chiffre semble irréel, presque mythique, mais il lui semble que c'est l'ouverture qu'il attendait. En 1980, Tony et Minnie ont rassemblé tout ce qu'ils avaient, environ 1 200 $, et ont pris l'avion avec un anglais limité et sans plan précis. Ils ont atterri à Abbotsford, en Colombie-Britannique, où Tony a pris un emploi de trayeur de vaches pour 4 $ de l'heure. C'était une amère déception. Il avait fait le même travail aux Pays-Bas pour un meilleur salaire. Malgré cela, il n'a pas cessé de chercher. Il s'est dirigé vers la construction, puis a écouté attentivement chaque fois que les mineurs parlaient du Yukon. En mars de 1981, il se rend à Dawson City dans l'espoir d'y trouver du travail, mais découvre que la saison minière n'a pas encore commencé. Il rebrousse chemin travail dans le secteur pétrolier en Colombie-Britannique pour 15 $ de l'heure, puis retourne dans le nord lorsque le sol est enfin dégelé. En 1984, l'appel qu'il attendait se fait enfin entendre. Une compagnie minière veut le réintégrer au Klondike. Il est arrivé avec la même ambition obstinée que celle qu'il avait développée en tant qu'enfant de ferme, ayant passé sa vie à repousser les limites. Il a commencé au bas de l'échelle, en travaillant pour d'autres, en faisant fonctionner des machines lourdes, en apprenant comment les concessions étaient gérées, et en observant de près qui gagnait réellement de l'argent et qui ne faisait qu'en parler. En l'espace de 10 ans,
il a constitué sa propre équipe. Au début des années 2000, il dirigeait l'une des exploitations minières les plus difficiles du Yukon. Bien avant que les caméras de télévision ne le suivent, sa réputation était déjà faite. Lorsque Tony et Minnie sont arrivés au Canada, ils étaient presque fauchés, ne disposant parfois que de quelques centaines de dollars. L'anglais est venu lentement appris sur les chantiers et au cours des soirées passées à regarder la télévision ensemble. Mais le rêve du Yukon s'est renforcé parce que chaque emploi semblait temporaire. Tony pensait que le véritable succès venait de la propriété et non de la vente de temps à quelqu'un d'autre. Il y est retourné à maintes reprises, effectuant des quarts de travail brutaux de 16 heures sur des bulldozers et des excavatrices, tandis que le vent glacial traversait ses couches de vêtements. Le travail était pénible, mais le salaire et la possibilité l'ont poussé à continuer. Il a vu les meilleurs mineurs gagner en une seule saison ce qu'il n'aurait jamais pu imaginer chez lui. Lentement, il a assimilé tous les détails de l'entreprise. Il a réparé des machines que d'autres avaient mises au rebut et a travaillé pendant des heures que la plupart des hommes refusaient de faire. Certains le respectaient, d'autres ne l'aimaient pas beaucoup, le craignaient. Tout le monde comprenait qu'il obtenait des résultats. Ces années lui ont enseigné 2 leçons qu'il n'a jamais oubliées. Seuls les propriétaires de mines s'enrichissent vraiment. Et l'argent ne reste que chez ceux qui contrôlent les coûts et font fonctionner les équipements. La négligence a ruiné plus de mineurs que le mauvais sol, et Tony s'est juré de ne jamais faire preuve de négligence. Au milieu des années 90, il achète un bulldozer d'occasion et jalonne sa première concession. Le terrain n'est pas spectaculaire, mais les modestes revenus de l'or lui permettent de rembourser ses dettes et d'améliorer ses machines. Les progrès sont lents mais constants. Au milieu des années 90, il fonde la mine Tamarack, qui marque le moment où il cesse d'être un mercenaire pour devenir un véritable exploitant. À partir de là, il se concentre sur l'expansion. Au cours des années suivantes, il acquiert de petites concessions autour de Paradise Hill et d'Indian River qu'il fusionne progressivement en une seule et puissante exploitation. Au début des années 1990, il contrôle certaines des terres les plus productives du Yukon. C'est cette base que ses enfants aideront un jour à gérer, transformant l'entreprise familiale en l'une des plus grandes exploitations de la région. Bien avant que Gold Rush ne fasse entrer les caméras dans son univers, les gens du coin connaissaient déjà son nom. Ils l'appelaient un producteur légendaire parce que ses chiffres éclipsaient ceux de la plupart de ses concurrents. Alors que d'autres s'efforçaient d'extraire quelques centaines d'onces, Tony en extrayait régulièrement plus de 5000 en une seule saison. Ses équipes travaillaient sans relâche. Ses machines s'arrêtaient rarement et son exploitation fonctionnait avec une efficacité impitoyable. Ses adversaires le respectaient parce qu'il comprenait le terrain mieux que quiconque. Ils le craignaient parce qu'il pouvait surpasser presque tout le monde. La stratégie de Tony Beats n'a jamais été compliquée. Il croyait au volume, à la discipline et à l'efficacité. Et cette philosophie a façonné non seulement son empire minier, mais aussi les tensions familiales et les décisions que les fans verraient plus tard se dérouler à l'écran. Il fait fonctionner plusieurs installations de lavage en même temps, de sorte que si l'une d'elles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Pendant la saison de 2024 à 2025, il fait fonctionner 3 installations en même temps, rapportant plus de 700 000 $ d'or en quelques jours. Il considère la courte saison du Yukon comme une course où chaque heure compte. L'exemple le plus frappant est celui de 2024, lorsque ses équipes ont produit en quelques mois environ 3600 onces d'or d'une valeur de plus de 4 millions de $. Ce n'était pas de la chance, c'était le résultat d'une utilisation permanente d'équipements lourds et d'un ralentissement constant, à moins que quelque chose ne l'exige vraiment. Il a mis en place une opération capable de s'adapter rapidement et de rester cohérente. Lorsque la ruée vers l'or l'a fait connaître à des millions de téléspectateurs, Tony était déjà à la tête d'un empire minier. Sa flotte comprenait 12 excavatrices, 8 bulldozers, 4 stations de lavage et la drague Viking d'une valeur de plus de 5 millions de $. Les nouveaux mineurs l'admirent, parce qu'il est impossible d'ignorer ses résultats. En même temps, ils gardent leur distance, parce qu'il est le genre de patron qui s'attend à ce que tout fonctionne à plein régime. L'ascension de Tony Beats, d'un garçon de ferme hollandais à une légende du Yukon, n'est donc pas le fruit du hasard. Chaque numéro de son parcours des 300 en 1980 aux millions en or des décennies plus tard a choisi une voie fondée sur le travail obstiné, la discipline et la conviction que l'effort doit mener à la récompense. Tony Beats est entré dans la ruée vers l'or dans la 2e saison
et tout le ton de la série a changé dès qu'il a ouvert la bouche. Il avait déjà passé plus de 40 ans au Yukon, et cela se voyait dans chaque regard, chaque mot, chaque décision qu'il prenait. Les téléspectateurs ont vu ces jeunes mineurs comme Parker Schnabel et Todd Hoffman essayer de comprendre les opérations de base, puis Tony est arrivé avec le poids de décennies derrière lui. Soudain, l'émission a ressemblé à un choc des générations. Parker avait l'esprit affamé et axé sur les affaires, mais Tony apportait quelque chose de plus aiguisé, de plus ancien, quelque chose taillé dans la glace, le carburant et les longs hivers. Les producteurs l'ont tout de suite vu. Ils se sont appuyés sur sa présence et l'ont transformé en roi du Klondike. Au fil des saisons, ce personnage a contribué à propulser la ruée vers l'or au sommet des audiences de Discovery par 2014, et les gens se sont mis à l'écoute chaque semaine, juste pour voir ce que Tony allait encore hurler. Ses cris n'étaient pas une comédie. Tous ceux qui travaillaient avec lui bien avant l'arrivée des caméras savaient déjà comment il était. Tony jurait parce qu'il le pensait. Il criait parce que le travail l'exigeait. Il prenait des décisions rapides parce qu'au Yukon, le temps est de l'argent qui s'envole avec chaque saut de terre. Certains le respectaient pour cela. D'autres l'ont trouvé trop dur, mais tout le monde était d'accord sur un point. Tony disait ce qu'il pensait et dirigeait son équipe comme un homme qui avait déjà survécu à toute une vie d'erreurs. L'émission n'a pas eu besoin de le scénariser. Ils ont simplement allumé les caméras et l'ont laissé réagir. Plus tard, les rédacteurs ont amplifié la tension, mais le comportement de base est resté intact. Les fans ont regardé parce qu'ils sentaient qu'il était réel. Les critiques ont dit la même chose, ce que l'on voyait à l'écran était le même homme que l'on voyait sur le terrain depuis des décennies. Toute cette exposition a apporté quelque chose d'inattendu dans la vie de Tony. L'exploitation minière est imprévisible, mais la télévision ne l'est pas. Lorsque Tony est devenu un élément clé de la ruée vers l'or, il a obtenu une deuxième source de revenus. Alors que les autres mineurs se contentaient d'attendre que les rendements de l'or augmentent, Tony gagnait entre 15 et 20 millions de dollars par épisode. Cela représentait entre 3 et 400 millions de dollars par an, rien qu'en étant devant la caméra. Certaines saisons, la production d'or a baissé, mais les chèques de la télévision ont continué à arriver, et cette stabilité a donné à Tony un énorme avantage. Il pouvait prendre des risques que d'autres n'auraient pas pu prendre. Il pouvait miser gros, pousser plus loin et planifier à long terme. Soudain, le roi du Klondike disposait d'un coussin financier qui le rendait encore plus difficile à concurrencer. Au fil du temps, l'émission a révélé une autre facette de Tony. Sa famille est devenue partie intégrante de son empire. Nombreux sont ceux qui se sont occupés des finances et ont maintenu l'entreprise sur la bonne voie. Leurs enfants ont appris le travail, un emploi à la fois. Monica s'est occupée de la logistique, Kevin des opérations et Mike de l'équipement lourd. Les téléspectateurs ont vu une entreprise familiale se développer pour devenir quelque chose d'énorme sous leurs yeux. Les producteurs se sont également appuyés sur cet aspect en montrant comment la famille Beats a transformé les longues journées en héritage. Cette unité a rendu l'exploitation minière plus personnelle, plus enracinée et plus riche que de simples totaux d'or. Mais la célébrité a aussi créé des ombres. Des rumeurs en ligne ont commencé à circuler chaque année. Les gens disaient que Tony démissionnait. D'autres ont affirmé qu'il était faux chez d'autres, encore qu'il était malade. Vers la fin de l'année 2024, les médias sociaux se sont remplis de vignettes dramatiques et de titres émouvants qui laissaient présager sa chute. La famille a dû répondre à ces rumeurs, encore et encore dissipant les mensonges qui se répandaient plus vite que la poussière d'or dans le vent. Une fois que la série a atteint des millions de téléspectateurs, la vie de Tony est devenue un sujet de débat comme s'il le connaissait personnellement. Ce mélange de vérité et de spéculation a fait de lui un mythe autant qu'un mineur. Son plus grand pari a été la drague viking. Lorsque Tony a acheté cette drague industrielle vieille de 75 ans à 1939, les gens pensaient qu'il l'avait définitivement perdue. La machine pesait environ 350 tonnes et n'avait pas fonctionné depuis les années 1980. Elle était restée figée dans le temps à Clear Creek Lane jusqu'à ce que Tony dépense $1 million pour la faire sienne. Il pensait que sa puissance pouvait extraire de l'or d'un sol ignoré par les autres mineurs. Il imaginait des saisons où la drague pourrait rapporter 7,5 millions de dollars d'or si le sol était suffisamment riche. Les chiffres le tentent. Une station de lavage normale traite quelques centaines de tonnes de saleté par jour, mais le Viking peut faire passer jusqu'à 2000 gallons d'eau par minute dans son système. Cette échelle compte. Tony pensait qu'il pourrait faire baisser les coûts d'exploitation minière d'environ $1000 par once à quelque chose comme 300 ou 400 par once. S'il parvenait à le faire fonctionner, cela changerait tout.
Le faire fonctionner a été un cauchemar. La drague a dû être démontée pièce par pièce. Tony et son équipe ont transporté les énormes pièces d'acier sur plus de 100 miles jusqu'à Eureka Creek, où ils ont passé des mois à souder, réparer, aligner et reconstruire. L'opération a nécessité plusieurs grues et plus de 10 soudeurs milleurs qui ont tous travaillé sans relâche. Pendant cette période, aucun or n'est produit, mais les dépenses ne cessent d'augmenter. Le déménagement et la reconstruction coûtent des millions et mettent les finances de Tony au bord du gouffre. Pourtant, il continue. En 2015, il fait fonctionner la drague, surprenant presque tous ceux qui pensaient qu'elle s'écroulerait bien avant de toucher à nouveau la terre. Gold Rush a vu dans tout cela l'intrigue parfaite. Des caméras ont filmé chaque revers et chaque étincelle d'espoir. Les fans se disputaient chaque semaine pour savoir si Tony était un visionnaire ou un fou. Sa famille remettait en question le risque dans des moments privés, et ces moments rendaient les épisodes encore plus forts. Les gens regardaient parce que la drague était plus qu'une machine. Tony a ainsi prouvé qu'il pouvait surpasser le monde moderne. Et même si la drague n'a jamais atteint son plein potentiel, ce pari l'a rendu inoubliable. Il a montré que l'ingénierie ancienne et l'entêtement pur et simple pouvaient encore ébranler toute une industrie. Pourtant, l'un des moments les plus dramatiques de Tony n'a rien à voir avec l'or. En octobre 2014, il laisse son équipe filmer une cascade qui le suivra pendant des années. Un entrepreneur du nom de Marc Favrin verse de l'essence dans un bassin de dragage et y met le feu. Les flammes s'élèvent dans le ciel sombre du Yukon, tandis que Tony reste là à crier sa phrase sur l'enfer ou la crue. Cette scène a été diffusée en février 2015 dans l'épisode Hundreds of Ounce. La scène était incroyable à l'écran, mais les téléspectateurs se sont plaints et les autorités du Yukon l'ont remarqué. L'incendie qui a semblé amusant pendant quelques minutes a donné lieu à une enquête pour violation de l'environnement. Les accusations étaient sérieuses. Tony et son entreprise Tamarack Inc. ont été accusés d'avoir laissé des déchets pénétrer dans une zone de gestion de l'eau et de ne pas l'avoir signalé. Ils ont également été accusés d'avoir enfreint les règles relatives au permis d'utilisation de l'eau. Lorsque l'affaire a été portée devant le tribunal, Tony a été condamné à une amende de $6 000 et Tamarack à une amende de $25 000. Le juge Peter Chisholm a déclaré que Tony aurait pu arrêter la cascade, mais qu'il a choisi de ne pas le faire. L'accusation voulait des amendes plus élevées, allant jusqu'à $50 000, mais le tribunal s'est contenté d'un chiffre qui, selon lui, envoyait un message suffisamment fort. Au cours du procès, le tribunal a repassé plusieurs fois le clip montrant Tony debout devant les flammes. Le juge a déclaré que Tony avait participé au spectacle pour les caméras et n'avait jamais essayé de l'empêcher. La frontière entre l'exploitation minière et la télévision s'est brouillée de la pire des manières, et Tony a fini par en payer le prix. Lorsque les journalistes ont attendu à l'extérieur du palais de justice, Tony n'a rien dit. Il est parti sans s'excuser ni donner d'explication. Son silence n'a fait que renforcer son image de personne qui ne se plie pas aux régulateurs ou à la pression du public. Elle a également rappelé à tout le monde que les drames de la télé-réalité peuvent déborder sur le monde réel et avoir de vraies conséquences. Tony Beats a commencé la saison 15 comme un homme qui court après le temps, et pendant un moment, on a eu l'impression que rien au Yukon ne pouvait le ralentir. Au cours des 2 premières semaines seulement, il a extrait 774 onces d'or de sa concession d'Indian River. Il s'agit de près d'1,9 million de dollars et d'un nouveau record personnel pour le démarrage le plus rapide de sa carrière minière de 40 ans. Il fait entrer en action 2 stations de lavage plus tôt que prévu et le pari fonctionne. Alors que d'autres équipes sont confrontées à des machines cassées et à des démarrages lents, le camp de Tony se déplace comme s'il avait attendu tout l'hiver pour se mettre en mouvement. Chaque casserole, chaque nettoyage, chaque longue nuit à Indian River a renforcé le sentiment que cette saison pourrait être historique. Puis tout a basculé. Un seul castor a bloqué un ponceau en novembre 2025 et la réduction pour les leftos s'est retrouvée sous l'eau. C'était la seule vision productive qu'il avait à ce moment-là. Le refoulement du ponceau a inondé toute la tranchée jusqu'à ce que le sol se transforme en un lac peu profond. L'éclusage s'est arrêté. L'usine de lavage est devenue silencieuse. Les équipes se sont retrouvées à côté d'eau vive au lieu de gravier. Lorsque Tony a ordonné à tout le monde de tout arrêter et de dégager le blocage, la pause a duré des jours. Les fans en ligne se demandaient s'il s'agissait du début d'une mauvaise série ou de quelque chose de plus grave. Le moment était mal choisi. Après une ouverture aussi forte, le silence soudain a fait penser que son empire était en train de glisser,
et les rumeurs se sont répandues rapidement sur les plateformes sociales qui aiment amplifier chaque revers. Bientôt des clips ont commencé à circuler sur Tony disant qu'il pourrait prendre du recul ou ralentir. Ces petits commentaires se sont transformés en histoires sur ses adieux. Les médias sociaux se sont emparés de l'affaire. Les fans ont décortiqué chaque scène et chaque interview à la recherche d'indices montrant qu'il se préparait à prendre sa retraite. L'évolution de Kevin vers l'indépendance a fait encore plus de bruit car certains téléspectateurs ont décidé qu'un fils qui s'en va signifie forcément un père qui lâche prise. Les titres clickbait ont gonflé de simples moments en avertissements dramatiques et à la fin de la semaine, les gens étaient convaincus que Tony était prêt à s'en aller pour toujours. Tony a mis les choses au clair lors d'une interview calme avec TV Insider. Il a déclaré qu'il ne prenait pas sa retraite et qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter l'exploitation minière. Il a dit qu'il travaillait 7 mois par an et qu'il prenait 5 mois de congé parce qu'il voulait profiter de la vie. Il a ajouté que c'est exactement ce qu'il fait depuis 40 ans. Ces paroles ont apaisé de nombreux fans inquiets. Il a expliqué qu'il laissera son rôle changer avec l'âge, mais qu'il peut toujours penser planifier et diriger une opération. Il a déclaré qu'il ne se retirait pas, qu'il s'adaptait simplement. Cette honnêteté a permis de ramener la conversation à la réalité, mais le tourbillon de clickbait s'était déjà transformé en tempête. Les récoltes records, les fermetures soudaines et les demi-citations ont fourni beaucoup de carburant pour des vignettes dramatiques et des titres exagérés. De nombreux messages font état d'un désastre, d'un effondrement ou d'adieu définitif. La vérité est pourtant restée simple. Tony a traversé une période difficile, a fait des ajustements et a continué à avancer. Il est resté actif sur le terrain même si son travail évoluait vers la surveillance. La véritable histoire n'est pas celle d'une catastrophe, mais celle de la résilience et d'un opérateur qui a passé des décennies à prouver qu'il pouvait surmonter les difficultés. Derrière tout ce bruit se tenait quelqu'un que les fans ne voient que rarement. Quelqu'un qui fait tourner l'empire Beats même lorsque les caméras ne sont pas là. Mini Beats s'occupe de l'argent de la paperasse et des contrats. Elle suit les salaires et l'équipement, s'assurant que tout est comptabilisé avant qu'un seul seau de terre payé ne soit déplacé. Depuis plus de 10 ans, elle concilie les idées audacieuses de Tony avec un regard calme sur la survie à long terme. Tony lui-même admet qu'il ne peut jamais lui dire non. Elle laisse le centre tranquille de l'opération, celle qui maintient tout stable, alors que le monde de l'exploitation minière est en constante évolution. Mike a pris les rênes de Paradise Hill, dirigeant de grandes équipes et de lourdes machines, avec l'habileté qu'il a acquise dès son plus jeune âge. C'est lui qui peut déplacer des grues de 40 tonnes ou sauter dans n'importe quelle machine, sans hésitation. Monica s'occupe des finances, des ressources humaines, de la planification, et même de sa propre ligne de produits. Elle s'oppose aux réglementations lorsque c'est nécessaire et veille à ce que l'entreprise soit organisée de l'intérieur. Leurs rôles ne sont pas minimes, ils sont essentiels à la survie et à la croissance de l'entreprise Beats. C'est alors que Kevin a pris la décision de se séparer. Il voulait sa propre concession, il voulait être indépendant. Tony l'a autorisé et lui a loué le terrain en ne prenant que 10% de l'objectif futur de Kevin. Cela a transformé leur relation en quelque chose de plus égalitaire. Kevin a dû faire face à ses propres difficultés, des problèmes d'eau souterraine aux pannes d'équipement, et il s'est heurté à Tony au sujet du soutien et des accords. Mais Tony lui a toujours prêté des machines, et lui a dit que les enfants devaient un jour voler de leurs propres ailes. Kevin a prouvé qu'il pouvait assumer tout le poids d'une revendication. Cela a marqué un tournant pour la famille et a montré comment la prochaine génération pourrait gérer les choses. Pendant que tout cela se déroulait, les fans ont remarqué des tensions à certains moments. De petits désaccords entre Tony et Monica sont apparus dans les épisodes. Les médias sociaux les ont amplifiés et ont construit des histoires sur des promesses non tenues ou des conflits plus profonds. Des fils de discussion sur Reddit ont débattu du style de management de Tony, se demandant s'il tenait toujours sa parole avec ses enfants. C'était le genre de friction qui se produisent dans toute entreprise familiale, mais les caméras les ont fait paraître plus importantes. Ces moments d'émotion, en particulier lorsque les enfants prennent de nouveaux rôles ou quittent entre les anciens, ont créé des intrigues que les fans ont suivies de près. Ces drames ont donné à l'émission un aspect plus réel et plus personnel. Au fond, Tony est allé de l'avant avec un plan de succession clair. Il a dit à maintes reprises que ses enfants montaient en grade et qu'il voulait qu'ils prennent plus de responsabilités. Il parle maintenant de l'héritage de les préparer à garder le nom de la famille forte au Yukon. Il sait que le travail est exigeant et qu'il ne peut pas porter toutes les charges.
Indéfiniment, c'est pourquoi il les guide, les encadre et leur donne la possibilité de grandir. La transition n'est pas toujours aisée, mais l'objectif reste clair. Il veut que l'Empire lui survive. Sa fortune, qui se situe entre 15 et 20 millions de dollars en 2025 ans, n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle est le fruit d'années de rendements élevés, d'investissements intelligents, de revenus locatifs et de la notoriété constante de la télévision. Rien qu'en 2018, son équipage a récolté 3600 onces d'or d'une valeur d'environ 4,39 millions de dollars. D'autres années comme 2020 et 1, il en a récolté encore plus, notamment 6 millions de dollars au cours d'une saison écourtée. Les chiffres paraissent énormes, mais ils s'accompagnent de coûts tout aussi énormes. Le carburant, les pièces détachées, les salaires, l'équipement et les conditions météorologiques peuvent rapidement réduire les bénéfices. L'extraction de l'or récompense les efforts, mais punit les erreurs. Et Tony a vécu ce pari pendant des décennies. Ses revenus télévisuels l'aident à survivre aux saisons difficiles. On dit qu'il gagne entre 23 et 25 000 dollars par épisode. Avec plus de 60 épisodes tournés, cet argent constitue une base solide à laquelle s'ajoutent les droits d'apparition et la reconnaissance de la marque. Lorsque le sol est lent ou que les machines tombent en panne, l'argent de la télévision permet de faire avancer les choses. Il évite les licenciements et empêche l'exploitation de s'effondrer pendant les périodes difficiles. C'est un filet de sécurité dont peu de mineurs disposent. Pourtant, le risque ne disparaît jamais. Le prix de l'or bouge, l'équipement se casse. Les hivers sont précoces. Même avec des millions en valeur nette, quelques mauvaises saisons pourraient mettre une réelle pression sur l'opération Beats. Certains articles en ligne gonflent les rumeurs sur les pertes secrètes ou la richesse cachée. Mais la plupart de ces récits proviennent de fragments tordus pour des clips. La vérité est plus terre à terre. Tony a bâti sa fortune grâce à de longues périodes de travail acharné. Il a frôlé la catastrophe. Sa réussite est le fruit de la constance, pas de miracle du jour au lendemain. En octobre 2025, il parle à nouveau de son avenir. Il a nié avoir pris sa retraite, mais a admis qu'il se retirait du travail de première ligne. Il a déclaré qu'il avait passé 40 ans dans les mines et qu'il voulait profiter de la vie, mais il a aussi dit qu'il n'en avait pas fini. Il faisait confiance à ses enfants pour assumer davantage de responsabilités et savait qu'ils avaient atteint le point où ils pouvaient assumer de vraies responsabilités. Ses affaires personnelles nécessitant son attention. Il s'est orienté vers la stratégie tout en laissant les enfants s'occuper des tâches quotidiennes. Il ne s'agissait pas d'une santé défaillante ou d'un effondrement, mais d'une question de temps et d'héritage. Le déménagement de Kevin en est l'exemple le plus clair. Le leadership de Mike à Paradise Hill l'a renforcé tandis que le contrôle de Monica sur la logistique et la Gold Room l'a consolidé. Ensemble, ils façonnent la nouvelle ère de l'entreprise familiale. Tony le voit et le soutient. Il le qualifie d'impressionnant. Il veut qu'il grandisse et que l'opération évolue pendant qu'il observe la situation d'un œil avisé plutôt que d'une pression physique constante. Vers la fin des années 2025, l'image de Tony Beats avait changé. Il était toujours présent. Il était toujours aussi puissant, mais il se tenait un peu plus en retrait, laissant ses enfants prendre plus de poids. Ce n'était ni un effondrement, ni un adieu. C'était le début d'un nouveau chapitre qu'il construisait depuis des années, et à travers chaque changement, chaque rumeur, chaque explosion de spéculation, l'Empire Beats continuait d'avancer, façonné par un homme qui n'a jamais cessé de planifier l'avenir et par une famille qui apprend à transmettre l'héritage à la génération suivante.